Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire vers la facture électronique obligatoire. Nous attendons encore quelques participants qui continuent à se connecter. Du coup, on va commencer d'ici 2 minutes. À tout de suite. Bonjour Julie. Bonjour Fabrice. Les deux Bonjour à minutes sont tous. écoulées. Oui, bonjour à tous. Nous allons pouvoir du coup commencer. Hein. Alors, on Euh, va juste faire un petit test. Euh, Vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions dans le chat ou dans le panneau questions. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien et si le son est correct? J'ai des retours, donc visiblement on nous entend parfaitement bien, Fabrice. bon, C'est eh ben on va parfait. essayer. Merci beaucoup. C'est Merci de parfait. vous être connecté aujourd'hui. Excuse-moi, Fabrice, je t'ai coupé la parole. Eh ben non, eh ben je vais dire qu'on allait commencer. On va essayer de faire ça, de se tenir à notre timing. Bienvenue à tous déjà. Donc je suis avec Julie qui est ingénieure commerciale IVLM et puis moi je suis avant-vente pour Redeloc. On est par capillarité un peu collègues de travail. Aujourd'hui, on va pas trop parler produit, on va plutôt parler de l'avenir. On essaiera de le transposer avec ce qui est d'ores et déjà disponible et ce qui est ce qu'on fait d'ores et déjà. Et puis, on le fait assez régulièrement avec Julie, ce webinaire. Il y a souvent beaucoup de questions. Il n'y a aucune question qu'il faut pas poser, n'hésitez pas, parce que c'est un petit peu nouveau et parfois un petit peu aride. On essaie de le rendre le plus digeste possible. Vous avez bien entendu nos coordonnées. Allez, on y va, Julie. Ouais, super. Allez, c'est parti. Donc, comme le disait Fabrice, je suis ingénieur commercial pour la structure IVLM. IVLM est spécialisé dans l'intégration de solutions de gestion dans les domaines de la finance, de la paye et des ressources humaines, de la gestion, du reporting également, et évidemment dans la partie dématérialisation et archivage de documents et de process. Euh, Tu peux avancer du coup. Ouais, parfait. Aujourd'hui, IVLM, le plus, c'est plus de 30 ans d'expérience dans l'intégration de solutions de gestion et notamment dans la partie dématérialisation de documents. On a 5 implantations en France. Euh, le siège est basé à Angoulême et on a une grosse agence sur Bordeaux-Mérignac.
On est plus de 50 collaborateurs et on réalise un chiffre d'affaires de plus de 6 millions cette année. Du coup, on va, avec Fabrice, vous envoyer vers la facture électronique obligatoire. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on ne va pas parler du produit que l'on propose qui se nomme EDDoc, qui permet aussi bien de dématérialiser la facture client, mais aussi les factures fournisseurs, les bulletins de salaire, les relances clients ou les notes ou la gestion de vos notes de frais. On va vraiment parler de ce qui va arriver dans le futur à vos factures clients. Alors, Julie parlait de dématérialisation. On va plutôt parler maintenant, désormais, pour que les termes soient clairs, de facture électronique, puisque c'est comme ça que le projet a été fait. L'origine du projet, c'est la mise en application d'une directive européenne. Cette directive européenne, l'idée, c'est que tous les pays de la zone Europe fassent disparaître à court terme les factures papier et qu'on centralise l'ensemble des processus, j'allais dire, de façon électronique. La directive dit ce qu'il faut faire, dit pas comment le faire. Donc après, à chaque État de mettre en place les moyens qui permettent aux entreprises de pouvoir s'intégrer dans ces processus-là. La différence qu'on va avoir vraiment si dans la sémantique entre la facture électronique et la dématérialisation, la facture électronique, euh, c'est euh, c'est la prépondérance des données sur le document. Le but étant que vous puissiez, dans cet écosystème, dans ce nouvel écosystème, vous puissiez évoluer de façon la plus simple possible. Donc c'est ce qui fait un peu la différence dans cette sémantique-là. Le contexte, dans notre agenda, on va parler un tout petit peu du contexte légal des acteurs parce que c'est important pour que vous puissiez comprendre comment ce nouveau mode de fonctionnement, in fine, va vous simplifier la vie. On parlera des différents acteurs, des types d'échanges, des formats et des enjeux. Alors, on s'appuie beaucoup pour animer ce webinaire avec Julie sur le Forum national de la facture électronique dont on est adhérent. Ce forum, il a pour but de faire passer quelque chose de théorique à quelque chose de pratique. En fait, c'est un peu le lien entre la loi et vous, utilisateurs. Je précise aussi que il y a un certain nombre de points qui sont pas encore complètement définis. Aujourd'hui, on est on est vraiment en phase de finalisation. On est plutôt sur des aspects techniques qui, globalement, vous en serez les utilisateurs, mais c'est à nous un peu de le mettre en musique. Mais la majorité des contours sont au niveau de votre côté sont d'ores et déjà définis. Généralement, quand on fait ce webinaire, les gens se disent: «Ouh là là, ça va être une usine à gaz, ça va être compliqué à mettre en place». Alors, pour se mettre un peu de baume au cœur, on rappelle les précédents qui ont réussi. Heu, les liasses fiscales en EDI, on a déjà tous oublié, mais ça marche bien. On se souvient avec Julie de l'ADSN. Finalement, ça fonctionne bien aussi. Ça a bien simplifié la vie des gens de la paye et de l'ensemble de l'écosystème social. Le prélèvement à la source, finalement, c'était un peu la suite de l'ADSN quelque part, si on va par là. Ça fonctionne plutôt bien aussi. Et puis, il y a eu le Chorus Pro pour tous. Ça avait commencé en 2017. En 2020, tout le monde y est passé. Et généralement, ça a quand même fortement contribué à fluidifier les relations avec la sphère publique quand vous êtes fournisseur de la sphère publique. C'est important parce que c'est globalement les mêmes équipes au niveau de l'État qui travaillent sur ce projet de facture électronique Horizon 2024-2026. Donc, il y a déjà eu des succès, ouais, et je pense on va pouvoir capitaliser dessus. Alors, une facture électronique, c'est quoi? C'est un PDF avant toute chose, puisque c'est le format qui reste lisible par l'humain, plus que la data. Donc, on aura toujours un PDF. Et dedans, on va y associer des données qui vont être structurées.
Il y a des normes de ce côté-là, on verra un petit peu comment ça se passe, mais on va pouvoir voir, les machines vont pouvoir interpréter facilement ce que l'œil voit. Je rappelle aussi que, et ce depuis 2013, une facture électronique pour s'exonérer du papier doit être signée électroniquement. Le document est téléchargeable, comme je vous l'ai mis dans le chat, et je vous ai mis aussi les liens sur les décrets, les décrets. Il a même été modifié en septembre pour bien préciser quel type de signature électronique est obligatoire dans le cadre d'une dématérialisation de facture. Le risque qu'on peut avoir, hein, c'est que l'État considère que c'est pas un original, que la facture a pas d'existence, donc refuse de rembourser une TVA, par exemple. Et puis, il y a un troisième point, il doit être archivé dans son format d'origine. Donc, si vous recevez des factures électroniques, vous êtes censé les archiver électroniquement. De ce côté-là, c'est les points qu'on retrouve dans ce décret. Je vous disais que ce dont on parle aujourd'hui, c'est l'application d'une directive européenne, donc qui a été mis dans la loi de finances 2020, qui a été un petit peu modifiée au fur et à mesure. L'objectif, c'est lutter contre la fraude à la TVA. Donc, vous voyez, on parle de facture et on va tout de suite sur la TVA et on verra que c'est quand même le cœur du projet sur ce nouveau module, sur ce nouveau mode de fonctionnement sur la facture électronique. On estime à 12 milliards en 2016. Il y a des chiffres qui montent à 20. Mais de toute manière, on sait qu'il y a une fraude à la TVA importante. Le deuxième objectif, et qui est une très bonne nouvelle pour les entreprises, c'est de faire baisser les coûts de déclaration. Parce qu'in fine, comme on va échanger, tout le monde va échanger à horizon 2026 des factures électroniques, tant qu'à faire, on va pré-remplir la déclaration de TVA. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que la déclaration de janvier 2026, vu que tout le monde sera en électronique, sera pré-remplie à 99%. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle. C'est aussi harmoniser et faciliter les échanges interentreprises, parce qu'il y a environ quand même 2 milliards de factures qui s'échangent en France chaque année entre entreprises. Et aujourd'hui, dès lors qu'on veut passer en électronique, on peut avoir des contraintes, chacun fait son petit truc dans son coin. Donc c'est de dire maintenant, il y a des formats standards, et puis choisissez entre partenaires les formats standards avec lesquels vous voulez échanger. Et puis il n'y a plus de quelqu'un qui vous dit oui, j'aimerais avoir telle ou telle ligne. Elle est ou pas dans un des formats standards. Et puis bon, et la DGFiP ne le cache pas aussi, c'est qu'ils souhaitent disposer d'informations macroéconomiques en temps réel, ce qui permet sur des secteurs d'activité, sur des régions, des choses comme ça, de pouvoir avoir des interventions ciblées. Alors, il y a eu quelques, je vous disais, hein, il y avait la loi de finances 2020, alors il y a eu quelques petits points qui ont été modifiés. Le premier, c'est l'obligation d'être en capacité de recevoir des factures au 1er juillet 2024. C'est-à-dire que, quelle que soit votre taille d'entreprise, quel que soit votre secteur d'activité, tous qui êtes présents aujourd'hui, vous devrez être en capacité au 1er juillet 2024 de recevoir des factures électroniques. Vous ne pourrez plus les refuser. Donc il faudra que quelque part on puisse identifier comment et où vous souhaitez recevoir vos factures électroniques. Et ça, je le dis, quelle que soit votre taille d'entreprise. Donc c'est l'obligation d'être en capacité de recevoir, c'est pas l'obligation de. La deuxième chose, et là on a un calendrier qui va un peu se rythmer en fonction de vos tailles d'entreprise. 1er juillet 2024, toutes les grandes entreprises sont obligées d'émettre. Donc c'est pour ça que vous êtes obligé de recevoir. Il y a au moins, vous êtes tous quelque part clients d'une grande entreprise qui sera dans cette obligation au 1er juillet, que ce soit votre opérateur téléphonique, que ce soit votre fournisseur d'énergie, que ce soit
j'allais dire, peut-être un très gros fournisseur ou des choses comme ça. Donc, dans la mesure où il y en a qui sont obligés de les mettre, vous êtes obligé de le recevoir. Ensuite, 1er janvier 2025, quelques mois plus tard, l'obligation pour les ETI, et tout le monde, obligation au 1er janvier 2026. Donc on a un calendrier qui ressemble un petit peu au calendrier qu'on avait eu avec l'obligation sur Chorus Pro. C'est la date limite, c'est les dates limites qui sont fournies. Rien ne vous empêche, et la tendance, et nous on le voit aujourd'hui par rapport aux demandes qu'on a régulièrement, rien ne vous obligera, rien ne vous oblige de ne pas commencer dès maintenant et j'allais dire au fil de l'eau. La très mauvaise décision, ce serait de le faire au dernier moment, c'est-à-dire le 1er janvier 2026. Alors, quand il y a un point important qui va, j'allais dire tout de suite vous décontracter sur le système, c'est que au 1er janvier 2024, vous pourrez vous inscrire dans un annuaire qui sera centralisé et global. Et dans cet annuaire, vous pourrez mettre globalement la plateforme sur laquelle tous vos fournisseurs pourront vous envoyer les factures électroniques. Ça veut dire que si vous changez de plateforme, vous aurez aussi qu'un endroit où changer vos destinataires. Donc globalement, eh bien, vous irez sur un annuaire et vous direz, bah, je veux recevoir mes factures électroniques chez Ededoc. Je veux recevoir mes factures électroniques sur la plateforme publique de facturation. Mais il faudra mettre un nom de façon à ce que toute personne qui veut vous adresser une facture puisse consulter cet annuaire et vous déposer directement sur cette plateforme-là. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ce qui pouvait être un frein jusqu'à maintenant, de dire bah, je vais pas passer à l'électronique parce que j'ai pas les adresses de mes destinataires, mais en fait, il n'y a plus d'adresse mail. Ça veut dire qu'on ne pourra plus envoyer une facture électronique par mail. Voilà, ce sera par dépôt, comme on fait aujourd'hui sur Chorus Pro. Le point donc important, et on y reviendra un petit peu, c'est que vous aurez des formats standards hybrides. Voilà, donc vous aurez l'obligation de communiquer avec un des formats définis. Ces formats, on les appelle en général Facture X, qui reprend un petit peu l'ensemble des normes. Euh, voilà, c'est un peu une dérive de vocabulaire, mais ce sera du Facture X avec on va le préciser un petit peu tout à l'heure. Et puis le cinquième point, ce que je vous disais, la promesse, c'est de pré-remplir la déclaration de TVA. Donc simultanément à l'envoi du document à votre client, eh bien, vous enverrez le flux de TVA, c'est-à-dire que vous commencerez à remplir la plateforme de l'État. Donc Fabrice, ça, oui. une petite précision concernant l'obligation de recevoir les factures électroniques au 1er juillet 2024. Euh, Est-ce que ça va seulement concerner le stockage de ces factures ou il faudra également Alors, faire des comptabilisations automatiques? Au 1er juillet 2024, globalement, il faut qu'on imagine qu'on ait un espace où tout fournisseur déposera la facture. Ce sera un peu comme la boîte aux lettres qu'on a aujourd'hui physique. C'est tous les fournisseurs enverront qui souhaitent envoyer de la facture électronique déposeront. Ça n'ira à minimum, ça n'ira. Le socle minimum ne va pas au-delà. Voilà. Donc charge à vous de faire le traitement comptable, d'assurer l'archivage aussi. Voilà. Par contre, ça veut dire que votre fournisseur aura envoyé lui un flux de TVA et que sans cet envoi de flux, vous ne pourriez pas récupérer la TVA. Est-ce que ça répond à la question? Alors, pour les acteurs,
les acteurs principaux, c'est vous. Donc on le redit, l'obligation d'accepter les factures électroniques au 1er juillet. Donc sur la plateforme publique, on va voir, ou sur une plateforme partenaire, on va voir qui sont ces acteurs. Et l'obligation d'émettre, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. La plateforme publique, donc ce deuxième point, c'est, j'allais dire, c'est le cœur du système. Pourquoi? Parce que cette plateforme publique, c'est elle qui va gérer l'annuaire. Vous savez, l'annuaire où vous allez déclarer où vous voulez recevoir vos factures dans un premier temps. Cette plateforme, c'est elle qui va centraliser la transmission de données de TVA en fonction des informations qu'on aura récupérées dans euh, dans les PDF Facturix qu'on aura envoyés. Dans les documents, ce flux s'appelle flux 1. C'est pour ça que j'ai préféré le noter parce que dans la littérature, c'est comme ça que vous allez le retrouver. Et elle permet le service minimum en envoi et réception de votre document. Donc ça veut dire que à minimum le 1er juillet, vous pourrez dire je souhaite recevoir mes factures sur la plateforme publique. Et tous vos fournisseurs déposeront ici et vous aurez donc un seul point pour récupérer l'ensemble de vos factures, contrairement aujourd'hui où il faut se connecter sur la plateforme d'Orange, sur la plateforme d'EDF. Là, vous aurez tout au même endroit, donc ça va quand même fortement simplifier vos traitements. Et puis vous pourrez aussi choisir parmi les plateformes partenaires sur lesquelles on va revenir. Et puis la plateforme publique va gérer un troisième flux qui est dans l'obligation qu'on aborde assez peu aujourd'hui, mais qui a quand même vraiment son importance. C'est la gestion des statuts, c'est-à-dire que quand vous irez dans votre espace où vous avez vos factures, vous pourrez dire j'accepte, je refuse la facture, et vous devrez dire si vous l'avez mis, si vous avez fait le règlement. Et ça, ce sera une obligation de mettre à jour ces statuts. C'est peut-être la partie finalement la plus complexe aujourd'hui à traiter parce que ça attaque pas mal les systèmes d'information. Du coup, Fabrice, on peut dire qu'à terme, on ne recevra plus les factures par mail. Ah ben, au 1er juillet 2024, non, on ne recevra plus les factures par mail. Ce sera une facture par mail, ne sera pas une facture. Voilà, Il c'est faudra aussi aller simple que les ça. chercher par un moyen ou un autre sur cette plateforme publique. Ou sur une plateforme partenaire. Oui, c'est ça. Quand je dis un moyen ou un autre, c'est ça. C'est via une plateforme partenaire, aller chercher ces factures et aussi les émettre. Tout à fait. Donc on a vu les entreprises, on a vu la plateforme publique et le législateur a souhaité qu'il y ait des relais avec des plateformes partenaires de dématérialisation de façon à assurer des services que la plateforme publique ne souhaite pas mettre en œuvre elle-même. Je vais prendre un exemple qu'on nous demande souvent, on nous le demandait depuis longtemps, des fois c'était simple, des fois complexe, mais là ça devrait être beaucoup plus simple. C'est dans la mesure où j'ai reçu ma facture sur une plateforme, est-ce que quelque part ça peut pas assurer la précomptabilisation pour ma comptabilité? Est-ce que ça peut le rapprocher d'un bon de commande que j'aurais émis ou des choses comme ça? Toutes ces fonctionnalités-là, comprenez que l'État, il va pas développer des interfaces avec tous les logiciels comptables du monde, donc il va le laisser aux plateformes partenaires de façon à assurer des services complémentaires. Donc ces plateformes partenaires, dont Ededoc sera, j'allais dire, euh, on va tout En faire conformité. pour être en conformité et être plateforme partenaire. Il y a quand même pas mal de certifications à passer. Mais on sera là pour assurer des services complémentaires et à valeur ajoutée pour nos clients. On prend aussi quand même un engagement, c'est pour ça qu'il y en aura peut-être pas tant que ça, c'est que on s'engage aussi à envoyer votre flux de TVA de façon à ce que l'État, simultanément au dépôt de vos factures, puisse remplir cette déclaration de TVA. Il existe un autre type d'opérateur, chose que j'allais dire Odedoc fait d'ores et déjà, c'est opérateur dématérialisation, c'est-à-dire en gros de la massification. Aujourd'hui, on a beaucoup de clients, il y en a peut-être à ce webinaire qui utilisent cette fonctionnalité chez Odedoc, c'est quand je veux déposer mes factures sur Chorus Pro, eh bien c'est Odedoc qui s'en occupe de déposer en masse. Donc les opérateurs de dématérialisation, c'est un lien entre vous
et la plateforme publique uniquement, de façon à faire de la massification. Et à ce moment-là, c'est la plateforme publique qui s'occupe du flux de TVA. Et puis j'ai rajouté les éditeurs en termes d'acteurs parce qu'ils vont avoir un minimum un gros travail à faire, c'est fournir des factures. Alors, tout à l'heure je disais facture X, c'est un peu plus précis, c'est des factures à la norme 16931 qui va même passer sur nous avec un numéro supplémentaire parce qu'il manque dans cette norme-là, il manque deux trois informations importantes selon les cas d'usage, mais c'est les éditeurs qui seront, j'allais dire là, les, les initiateurs de ce format-là et qui les mettront à disposition, soit des plateformes partenaires, soit des opérateurs de dématérialisation. Enfin, de toute manière, vous devrez avoir cette norme-là implémentée par vos éditeurs de logiciels. Fabrice? Oui. Ouais, excuse-moi, je te coupe. Je sais pas si qu'en est-il du coup des flux qui partent déjà en EDI? Est-ce qu'ils vont devoir passer du coup par ces plateformes partenaires ou être déposés sur la Alors, plateforme publique? je pense que la question, c'est les flux EDI pour les gens qui travaillent avec des Grande clients surface? Ou voilà, qui leur ont imposé de l'EDI. En fait, la facture électronique en soi, c'est un flux EDI. Alors pas structurés comme on les a aujourd'hui, mais les grandes surfaces enfin on dit les grandes surfaces, hein, mais souvent les gros donneurs d'ordre vont devoir quelque part pourront continuer à avoir des exigences, mais devront faire le choix dans les formats disponibles. Donc globalement le dit tel qu'on le connaît aujourd'hui, il va disparaître. Voilà. Il va disparaître au profit de ces nouveaux formats, de ces nouveaux formats électroniques. Et comme tu le disais tout à l'heure, Julien, comme va disparaître aussi la transmission de factures, on envoie par mail, qui n'aura plus non plus d'existence légale et de possibilités. Voilà. Donc, on aura un EDI, mais on aura un EDI avec ces nouveaux socles technologiques. Ce que je te propose, Julie, il y a peut-être quelques questions, on peut peut-être faire une pause question à mi-webinaire. on en a Euh, eu quelques-unes, mais en fait ça tombait au bon moment et je les ai. Tu y as déjà répondu. Bon, Voilà, je te ça laisse coule. mettre des questions. Voilà. Alors, on a essayé de vous résumer les schémas. Le schéma, c'est le schéma le plus simple. Le fournisseur et le client décident de travailler. Le fournisseur, lui, en émission et le client en réception avec la plateforme publique. Voilà. Donc, c'est dommage pour nous. Voilà. Mais ça existe et j'allais dire ça a du sens. Aujourd'hui, l'État de façon à, comment ça s'appelle à ce que le système soit le plus digeste possible, offre cette possibilité. Je bafouille un tout petit peu parce que je vois une question et je vais tout de suite répondre. Effectivement, le nom, il y a parfois PPF ou PFN. C'est que ça a changé de nom en route. Alors, est-ce que dans nos slides, il nous reste le nom aujourd'hui définitif, c'est PPF, plateforme publique de facturation. Deuxième cas. Le deuxième cas, il y a un des deux acteurs qui lui souhaite passer par une plateforme partenaire. Alors c'est le cas sur lequel on discutait tout à l'heure. Vous avez un client dans la grande distribution qui lui dit les services fournis par la plateforme publique sont bien en deçà de mes attentes. Donc envoyez-moi mes factures et il mettra le nom de cette plateforme partenaire choisie. Mais vous, en tant qu'émetteur, vous pourriez passer par la plateforme publique et à ce moment-là, les plateformes partenaires iront récupérer sur les factures que vous avez émises. Et, et ça, que ce soit le fournisseur ou le client, voilà, on peut avoir donc du mixte. Et puis il y a un client et un fournisseur qui auront choisi chacun une plateforme partenaire qui n'est pas forcément la même. Et là, la particularité,
et c'est le seul cas où on peut échanger directement les documents et séparément ensuite les flux de TVA. Typiquement, eh bien, de façon à vous simplifier la vie, notamment dans vos EDI, c'est de dire ben, ma plateforme partenaire émettrice, c'est parler avec la plateforme partenaire réceptrice. Voilà. On aura une obligation d'interopérabilité sur les plateformes. Donc voilà ce que ça donne. C'est pour ça qu'on vous a mis le PDF de façon à ce que à ce que vous ayez une vue globale et que vous puissiez passer un peu de temps. Mais vous voyez, j'ai un fournisseur qui envoie ses factures. Alors, ce que je vais faire, hop, je vais prendre mon stylo. Hein. Donc j'ai mon fournisseur qui est ici, qui envoie ses factures, qui éventuellement passe par sa plateforme de dématérialisation. La plateforme interroge l'annuaire et avec l'annuaire, trouve la plateforme destinataire. Entre les deux, il y a la mise au format attendu éventuellement. La plateforme partenaire va la délivrer à son client, qui lui en échange de quoi va retourner le statut qui ira jusqu'au fournisseur. Et à ce moment-là, le seul flux qui passe, c'est le flux de TVA de l'émetteur, de façon à ce que son client, in fine, puisse récupérer sa TVA. En clair, si le flux de TVA n'est pas déclaré par le fournisseur, le client ne pourra pas récupérer la TVA, pour faire les choses simplement. Je vais enlever mon petit laser. Aujourd'hui, par rapport à ce que nous fournit la DGFiP et l'informatique de l'État, la IFE, on arrive à avoir une vision assez précise de ce que vont pouvoir faire chaque acteur de dématérialisation. Donc, plateforme publique de facturation. Bon, l'interrogation de l'annuaire, elle ne pourra pas l'interroger, elle n'a pas besoin de l'interroger parce que globalement, c'est elle qui quelque part le gère. Par contre, vous voyez que les plateformes de dématérialisation pourront l'interroger, c'est ce qui permet de savoir comment on distribue, contrairement aux OD. Les plateformes pourront faire la mise à jour de l'annuaire, et ça c'est une bonne chose, notamment puisque il y avait la question, donc je vais y répondre. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs plateformes d'émission? Vous pouvez avoir plusieurs plateformes d'émission et plusieurs plateformes de réception. Il en faut un minimum une, mais vous pourriez dire que vous avez des plateformes différentes selon les SIRET, puisque c'est le SIRET qui de toute manière fera comment ça s'appelle, le lien, mais vous pourriez descendre jusqu'au service pour les plus grandes organisations. L'archivage, alors l'archivage c'est pas encore défini. Si la plateforme publique archive, des fois c'est oui, des fois c'est non. Donc on attend le texte de loi de ce côté-là. Quelque part, ce serait pas mal que l'État le fasse. D'un autre côté, 2 milliards de factures à stocker, je pense que ça va poser un problème. Donc je pense que on en saura un peu plus. S'il y a la signature portière, et typiquement je vais revenir juste ici sur la diapo. Ici, comme il peut y avoir une modification de format, donc quelque part intrinsèquement de la facture, j'allais dire, il faudra quelque part que les plateformes puissent certifier que c'est quand même pas très loin de l'original. Voilà, pour la faire courte. Il y a les transformations de syntaxe. Bon, ça c'est un peu technique, mais voilà, certains logiciels m'ont envoyé dans une syntaxe, celui qui reçoit le veut dans une autre syntaxe, donc il faudra la modifier. Et puis les transformations de format, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai mis dans un format, mon client attend un format différent. Les plateformes auront la capacité, l'autorisation de modifier ce format-là. La gestion des flux d'e-reporting, c'est-à-dire les flux de TVA, des échanges directs entre les plateformes, la massification des envois PDF, ça c'est ce que feront, c'est le métier principal des opérateurs dématérialisation. Et puis une des grosses responsabilités des plateformes de dématérialisation, c'est garantir la conformité des documents, puisque de toute manière, une fois qu'ils arriveront sur la plateforme publique, s'ils ne sont pas conformes, ils seront refusés. Donc pas disponibles pour le destinataire. Alors,
Euh, les formats des documents. J'ai mis, par souci de clarté, on n'a pas évoqué les plus complexes. Donc, on était parti au départ sur des formats, j'allais dire, basiques et basiques WL. Il semblerait que ce soit le vert ici qui soit le socle qui va vraiment répondre à tout, à la majorité des cas d'usage. Donc c'est sur cette norme-là qu'il faudra travailler. Vous voyez qu'on a de toute manière, dès le basique, des données de ligne qui sont de toute manière, j'allais dire, même au démarrage, qui vont être nécessaires. Donc, on risque de plus en plus parler de cette EN 16931 ou 932 s'il devait s'appeler 932 après modification. Et c'est cette norme-là qui va être la plus diffusée. Et je pense qu'il faut s'appuyer sur ce format-là. Donc, pour résumer, vous aurez ces documents hybrides, PDF avec un fichier XML associé. Il y a quand même une trentaine d'informations obligatoires. Alors, on s'affole pas hein, non plus parce que parce qu'il y a déjà beaucoup d'informations. Elles étaient déjà obligatoires, sauf que là, elles vont être vérifiées globalement dès l'émission. Voilà. Donc, je sais pas quel le numéro de SIRET du destinataire. Maintenant, ça fait partie des informations obligatoires. Et puis, un format universel espéré, j'allais dire que là maintenant, avec les informations qu'on a eues ces derniers jours, on peut considérer que ça y est, le format universel, tout le monde s'est à peu près mis d'accord dessus, donc ça devrait aller bien. Là, pour qu'on ait un peu mal à la tête, Julie, je sais qu'il fait mal à la tête celui-ci, je vous ai mis la liste des données obligatoires dans la facture électronique. Ça, c'était à date de décembre. Ça n'a pas beaucoup changé. Vous voyez qu'il y a deux colonnes, démarrage et cible. Euh, dans les choses qui sont importantes à noter, c'est cette partie, par exemple ici. Je vais reprendre mon petit laser. Depuis que j'ai découvert cette fonctionnalité, je suis très heureux de faire des webinaires. Euh, Celui-ci, numéro de facture unique. Pour que ça marche bien le système, faut pas qu'il y ait deux factures en France qui aient le même numéro. Donc ça veut dire qu'on va structurer les numéros. Ils étaient déjà un peu structurés, mais ils vont être encore plus structurés de façon qu'aucune entreprise émette une facture qui existe déjà quelque part dans le système de l'État. Euh, alors, au début, ils avaient commencé à penser à des systèmes un peu complexes, et puis il y a quelqu'un qui a dit on n'a qu'à mettre le numéro de SIRET plus un numéro d'incrémentation, et a priori c'est ce qui a été choisi. Tenez, vous voyez, numéro de facture rectifié en cas d'émission d'une facture rectificative. Vous savez, c'est les fameuses factures qu'on envoie. Le destinataire dit il m'aurait fallu une ligne supplémentaire ou des choses comme ça. L'État prend ce cas-là de facture rectificative de façon à ce qu'on respecte parfaitement les règles comptables. Vous voyez, vous avez des mentions d'auto-liquidation. Donc, globalement, quand même, on est sur des choses qui sont pas, on va dire, extrêmement complexes ou extrêmement nouvelles. En cible, c'est-à-dire horizon 2026, il y a quand même quelques champs qui commencent à devenir plus complexes à gérer, et notamment des informations de ligne sur les minorations de prix, les rabais, tout ça, qui vont être un peu plus compliquées. Voilà. Fabrice, Oui. ça veut dire du coup que les logiciels de facturation vont devoir faire, enfin les éditeurs de logiciels de facturation vont devoir faire des modifications? C'est très exactement ça. Il y aura forcément une grosse mise à jour chez les éditeurs, de façon à ce qu'ils fournissent ce format un peu universel. Voilà, c'est tout à fait ça. Ok. Euh, Vous voyez, par contre, vous voyez dans les mentions obligatoires, il y a celle-là aussi, qui est pas anodine. C'est la catégorie de l'opération, livraison de
prestation de service ou mixte LPPS, vous voyez, qu'on retrouve ici. Ça, c'est, vous vous doutez bien qu'on en a finalement absolument besoin pour gérer correctement la TVA et notamment la TVA sur les encaissements. C'est comme ça qu'on va les identifier. Alors, les avantages, parce que là maintenant on va passer aux choses. C'est un peu les avantages qu'on retrouve d'ores et déjà quand nos clients mettent de la facture électronique en place avec des docs. C'est l'avantage immédiat et c'est ce qui nous motive tous souvent, c'est la réduction des coûts de traitement de la facture tout le long de la chaîne. On le comprend bien, hein, aujourd'hui envoyer une facture électronique, ça fait gagner du temps, ça économise des timbres, ça raccourcit les délais de distribution. Donc il y a vraiment quelque chose qui là va être un gain important. Et c'est bien tout au long de la chaîne. On l'a vu, la réduction de la charge administrative sur les processus de gestion de la fiscalité. Alors la question qu'on nous demande tout le temps, hein, c'est de dire est-ce que j'aurais plus besoin de faire de déclaration. Il y a quand même quelques cas qui pourront pas être traités automatiquement. C'est un peu comme la DSN de temps en temps, il faut retoucher quelques petites choses à la main, mais in fine 95% de la déclaration devrait s'auto-remplir. Donc j'allais dire c'est quand même une bonne nouvelle parce que c'était pas très rigolo à faire. Euh, Automatisation et rationalisation des processus de facturation. Ce qu'on entend souvent nous chez nos clients, c'est j'ai tel client qui veut une facture comme ça, tel client une facture comme ça. Là, j'allais dire, le choix sera quelque part restreint. Il faudra choisir dans la liste des types de factures disponibles. Donc ça va quand même vraiment simplifier les choses. Tant en distribution, mais aussi quand vous allez recevoir les factures, ça veut dire que dans la mesure où elles sont structurées, tous les traitements rêvés depuis longtemps de comptabilisation, de validation et tout ça vont pouvoir se faire de façon beaucoup plus standardisée. Et ça, je pense que pour les PME, c'est une très bonne nouvelle parce que jusqu'à maintenant, c'est plutôt les grandes entreprises qui pouvaient mettre en place ce type de processus. Meilleur accès et suivi des processus de facturation. Et ça, c'est, j'allais dire, c'est l'électronique va pouvoir le donner accès ces processus-là. Et puis, moi, je rajoute souvent l'amélioration de la relation commerciale. J'allais dire, le vrai point important, c'est la gestion des statuts. Aujourd'hui, quand on relance une facture qui est pas payée, on apprend qu'elle n'a pas été reçue, ou on apprend que finalement elle est refusée, mais que personne n'a tenu au courant. Le fait de devoir tenir les statuts à jour en direct, si un client vous refuse une facture, vous allez pouvoir le contacter tout de suite pour connaître la raison du refus de facture ou le paiement ou des choses comme ça. Donc, on va pouvoir parler commerce et pas administratif. Voilà. Et ça, je pense que c'est une très bonne chose de ce côté-là. Il y a quelques questions, Julie, je crois. Oui, mais celles-ci, je voulais les garder pour la fin. Mais on Bon, peut, on peut, hein. on va les prendre de suite. Voilà. Ok. Donc, Alors, il y a plusieurs effectivement questions, notamment sur les factures et les destinataires, donc soit géographiques. Donc, qu'en est-il des factures qui sont envoyées ou réceptionnées depuis l'étranger? alors, il y a dans les tuyaux une interconnexion des plateformes publiques. Ça, c'est une première chose. Euh, c'est dans les tuyaux. Ça sera à mon avis pas dans l'immédiat. Mais vous allez, si on va dire vous recevez une facture de l'étranger, il faudra quand même distinguer si elle vient si elle est intracommunautaire ou si elle est vraiment de l'étranger. Si elle est de l'étranger, et c'est un peu étonnant, mais c'est un des 19 cas particuliers qui a été traité, il semblerait que les factures
que vous recevrez de l'étranger, le flux de TVA sera, c'est vous qui devrez le déclarer. Donc ça veut dire que globalement, même si vous êtes destinataire, c'est un des rares cas où vous êtes destinataire d'une facture, mais c'est à vous de gérer ce flux de TVA via la plateforme. Donc typiquement, c'est des choses que vont faire les plateformes partenaires, c'est pouvoir assurer la réception et la mise en conformité des factures étrangères. L'uniformité au niveau des formats européens, on peut parler que globalement tout le monde est autour de cette facture X, donc qui est au départ un standard franco-allemand. Mais les Italiens qui sont très en avance de phase parce que sont déjà en exploitation ont opté pour ces formats-là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Julie? Oui, tout à fait. Il y a aussi le cas des particuliers. Comment ça va se passer pour les entreprises qui travaillent directement, du coup, avec les particuliers? Alors, les premières choses, je le rappelle, mais c'est important, même si vous avez que des particuliers comme clients, n'oubliez pas de vous inscrire dès le 1er juillet 2024 pour recevoir les factures. C'est un peu du rabâchage, mais parfois on s'aperçoit que c'est pas très clair de ce côté-là. Par contre, en émission de facture, vous êtes restaurant et j'allais dire, a priori, vous avez surtout des particuliers comme clients. C'est votre X de caisse qui sera transféré, la périodicité et là dans un flux de TVA concaténé, donc il n'y aura pas le détail des tickets. On ne sait pas encore si ce sera tous les 4 jours, tous les 10 jours, mais à période très régulière, vous devrez envoyer votre X de caisse, donc globalement le flux de TVA. Voilà. Par contre, le document en lui-même, là pour l'instant, il n'est rien prévu. Il y a quand même des choses qui vont, vous en entendez parler de plus en plus, la disparition du papier pour les tickets de caisse. On peut s'attendre à ce que ce soit intégré, mais là on est sur un horizon un peu plus long. Par contre, le flux de TVA, donc la TVA pour vous à reverser, ce sera de façon très très régulière qu'il faudra l'envoyer. Voilà. En attendant qu'il arrive d'autres questions, à moins qu'il y en ait d'autres, mais Julie, il n'y a pas d'autres questions? Non, pas pour le moment. On Bon. y a répondu au fur et à mesure, donc c'est parfait pour moi. Donc l'agenda, 1er juillet 2024, et puis Julie, elle reviendra pour vous dire que EDDoc est probablement plateforme de dématérialisation partenaire et tout ce qu'on pourra vous offrir en termes de réception de factures, de vos factures fournisseurs. Ne faites pas l'impasse dessus parce que pas d'inscription, pas de facture, pas de récupération de TVA. Le mécanisme est simple. Voilà, donc globalement, à mon avis, le 5 juillet, vous l'aurez fait. Euh, Privilégier le format basique conforme à la norme 16931. C'est-à-dire que si vous avez une mise à jour éditeur, assurez-vous que on est sur ce socle-là, parce que c'est le socle qui va permettre, et notamment pour les gens à qui on demande de l'EDI, de répondre de façon la plus simple possible, peut-être pas 100%, mais la plus simple possible. Euh, Très très important. Et ça, on n'insiste probablement pas assez. La clé du système pour l'annuaire, c'est le numéro de SIRET. Donc, si vous avez 5 clients, ça va aller vite, mais les gens qui ont des milliers de clients, la sirétisation des clients est indispensable parce que c'est comme ça qu'on pourra savoir où votre client attend sa facture. Ou, considérez que c'est un peu, sans SIRET, c'est un peu comme aujourd'hui, comme si vous n'aviez pas d'adresse mail pour lui envoyer une facture, on ne pourra pas lui envoyer sa facture si on n'a pas le numéro de SIRET. De toute manière, ça fera partie des mentions obligatoires. Donc pensez à sirétiser vos tiers. C'est un travail de fond, mais quoi qu'il arrive, il ne sera pas perdu. Ne sous-estimez pas, on n'en a pas parlé trop aujourd'hui. Ça fera probablement l'objet de webinaire plus complet sur ce sujet dans les mois à venir. La gestion des statuts. Ça peut être la partie un peu lourde. Globalement, j'ai reçu mes factures, je dis que je les accepte ou je les refuse, mais après, il faut que je tienne le statut quand ils sont en paiement. Cette gestion-là,
et ben, les pour partie dans les logiciels, pour partie dans les plateformes, il y aura quand même, j'allais dire, un vrai travail de fond sur la gestion des statuts. Et puis, là, dès qu'on aura fini ce webinaire, là, dans quelques minutes, il faut commencer à penser, à rêver déjà, à rêver de se dire, comment j'aimerais recevoir mes factures fournisseurs et comment j'aimerais communiquer avec mes clients. Et puis les questions à se poser, c'est, les volumes, les données que je peux attendre pour que ça me simplifie la vie. Est-ce que j'ai besoin de rapprocher mes factures, d'achat avec, des bons de commande, des choses comme ça? Et on sera là tout au long de ce projet, parce que ça va s'étaler un peu dans le temps et on a une forte expérience parce que ce on vous disait avec Julie, hein, de la facture électronique avec que des docs, on en fait depuis des années. On pourra aussi vous aider dans cette réflexion-là et on essaiera d'animer de plus en plus d'ateliers de ce côté-là. Donc ça, c'est extrêmement important d'y penser au jour le jour. Quand j'envoie une facture aujourd'hui, de me dire, qu'est-ce qu'à horizon 2024-2026, je pourrais avoir de mieux que ce que je fais aujourd'hui. Au plus tard, 1er janvier 2026. Alors, il y a une question, hein, si le PDF est disponible. Bien entendu, il est disponible en téléchargement. Si quelqu'un peut juste nous dire qu'il est bien disponible, mais normalement, vous pouvez le télécharger dans l'onglet documents à distribuer. Euh, Au 1er janvier 2026, ce que je disais, c'est pour l'émission, ça va changer quand même pas mal de choses. Donc les domaines concernés, c'est votre ERP ou votre gestion commerciale. Pour j'allais dire la distribution, mais le service comptabilité qui lui va peut-être gérer les statuts, les ADV, le contrôle de gestion. Là, il y a quand même une réflexion à avoir. Ça touche quand même pas mal de services. Et puis j'en ai rajouté un dernier, c'est la direction, parce qu'il y a des métiers qui vont changer, donc il y a probablement de la formation, euh, au- on va être clair, la saisie de facture le 2 janvier 2026, ça va quasi plus exister. Je vois pas comment on pourrait pas se dire que dans la mesure où on a des données, on fait pas de la comptabilisation ou de la pré-comptabilisation en automatique. Voilà. Donc il y a quand même un certain nombre de choses qui vont changer de ce côté-là. Et puis on vous a mis le résumé avec Julie. C'est le format hybride, un PDF et un XML, j'ai mis facture X entre guillemets. L'annuaire centralisé, ça c'est la bonne nouvelle. Souvenez-vous que en un seul clic, je vais pouvoir avertir tous mes fournisseurs de l'endroit où je souhaite récupérer mes factures. Donc j'ai un endroit centralisé. Le reporting fiscal qui va pré-remplir la TVA. Pour ceux qui voulaient pas, qui étaient un peu fâchés avec la TVA, la mauvaise nouvelle, c'est que on peut plus être fâché. L'échange des statuts entre clients et fournisseurs. Et puis je vous ai remis les dates. Et puis surtout, et ça c'est important, Julie, c'est qu'on peut t'appeler dès maintenant, parce qu'il faut pas attendre. Il faut pas attendre. Il y a déjà des solutions disponibles. Alors même si elles vont évoluer, hein, forcément, parce que les normes techniques sont en train d'être définies, mais aujourd'hui, il s'échange beaucoup de factures électroniques, j'allais dire à valeur fiscale, donc qui sont signées, qui sont correctement faites, et je pense que plus vite on prend le pas, mieux c'est, et ça permet aussi de mieux préparer la mise en application de cette réforme. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des questions, Julie? Oui, tout à fait. Il faudrait, Fabrice, pour le coup, refaire un petit focus sur la partie facture destinée aux particuliers. Il y a beaucoup d'interrogations à ce niveau-là, notamment pour les sociétés qui facturent en direct les particuliers qui n'ont pas forcément de solution de gestion de caisse. Comment est-ce que ça va se passer Alors, pour elles? peut-être que, alors, je vois, hein, le particulier, effectivement, lui, il a pas de siret, mais ça, c'est pas il est globalement vers le particulier, vous pourrez continuer dans votre relation, j'allais dire commerciale, à travailler comme vous travaillez aujourd'hui. Globalement, lui envoyer sa facture par mail. Pourquoi? Parce que le particulier, lui, il récupère pas la TVA. Donc on en a, j'allais dire globalement, ça n'a pas d'importance. Le système, j'allais dire, change complètement dès lors qu'il y a de la TVA en jeu.
en récupération ou en versement de TVA. Donc, pour revenir précisément à la question entre particuliers, vous enverrez le flux de TVA à reverser. Vous pouvez envoyer un PDF ou un papier, hein, d'ailleurs, comme on fait, un ticket de caisse pour qu'il ait sa facture pour sa garantie, par exemple. Voilà. Donc pour les particuliers, pour l'instant, c'est extrêmement simple de ce côté-là. J'envoie une. Faut-il attendre la mise à niveau des éditeurs de logiciels ou bien de plateformes partenaires peut transformer en facture X? Alors, euh, les mises à jour des éditeurs de logiciels, elles vont arriver. Alors, des logiciels de gestion, elles vont arriver. Alors, aujourd'hui, on n'a pas cette obligation de facture X. Ça peut être mieux, mais aujourd'hui, il n'y a pas cette obligation. Et heureusement, parce que je crois on en passe, nous, déjà un bon nombre. Euh, J'allais dire, c'est, on peut d'ores et déjà travailler comme ça. La facture X, ce sera dès qu'elles vont être disponibles chez les éditeurs. Ben, j'allais dire, ce sera un peu mieux parce qu'on sera déjà aux normes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas cette obligation. Donc, vous pouvez commencer à dématérialiser, à faire de la facture électronique sans problème. Mais la précaution, c'est vrai que ben, plus vite les éditeurs, j'allais dire, fourniront ces formats-là, ben, plus vite on pourra aller vers des services associés. Voilà. Il y a une question, où peut-on trouver le format officiel? Alors, de la facture X, vous avez plusieurs endroits. L'endroit qu'on va recommander parce que c'est le Forum national de la facture électronique qui est l'association qui gère ça. Vous allez pouvoir, moi j'en ai aussi. Euh, qu'on soit clair, Facture X c'est un nom générique, hein. On reviendra enfin, ce sera de la Facture X à la norme N 16931. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Julie? Oui, tout à fait. Par rapport à la signature de la facture, si on passe par une plateforme de dématérialisation partenaire telle que Dedoc, est-ce qu'on aura, à qui reviendra l'obligation de cette signature justement? Est-ce que ce seront les plateformes du coup qui signeront les documents ou il faut quand même faire l'acquisition d'un certificat par la société? Alors, c'est une question qui est en débat encore. Aujourd'hui, on l'a dit avec Julie, il faut signer électroniquement, donc avec un certificat propre à la société. Si on signe pas, voilà, c'est embêtant. Se pose en fait un débat, on va dire philosophique, de qui détient l'original. La tendance forte, c'est que les plateformes partenaires, et c'est pour ça que euh, les candidats vont être fortement surveillés et devoir remplir des cahiers des charges un peu précis, auront vraisemblablement la possibilité de signer les factures pour tiers dès lors qu'il y aura une délégation. Donc, on va plutôt vers ces systèmes-là, c'est-à-dire que globalement, l'État s'aperçoit que bien des factures électroniques sont pas signées ou mal signées, ce qui commence un peu à l'énerver. C'est pour ça que depuis septembre, il a annoncé que qu'il y avait des amendes par facture pas signées correctement. Donc on est Euh, d'accord aujourd'hui, Fabrice, pour dire que l'envoi de factures par mail à partir d'un ERP ou de sa gestion commerciale, c'est pas une facture électronique et le gouvernement va commencer à poser ben, voilà, des en amendes, quoi. 2013, voilà, en 2013, il disait qu'il fallait les signer ou avoir une pièce fiable. Autant dire que la pièce fiable, nous en PME, on n'en a jamais vu. Donc en fait, le seul choix véritable, c'est la facture électronique, c'est la signature électronique. Mais jusqu'à maintenant, il n'y avait pas, il disait pas combien ça coûtait de ne pas le faire. Donc là, maintenant, il considère que ça fait partie des mentions obligatoires. Donc c'est passible d'une amende de 15 € par facture, j'ai dire, pas conforme. Voilà. Dans la limite de 15 000 € par an, ça c'est la bonne nouvelle par contre. Voilà. Mais ça peut quand même coûter 15 000 € par an. Voilà.
Donc je lis une question en même temps. Si on utilise une plateforme partenaire, est-ce que l'on n'a plus l'obligation de signer la facture? C'est la PDP qui la signe. Ça revient un petit peu à ce qu'on a dit. La tendance, c'est plutôt oui, mais Julie vous invitera au webinaire quand on aura la réponse définitive, mais ça devrait arriver assez rapidement. Mais la tendance, c'est plutôt oui, les plateformes partenaires auront vocation à signer. Voilà. Euh, mais je vous l'écrirai pas aujourd'hui, hein. Voilà. Mais on devrait l'avoir pour rien vous cacher, on a quasi une réunion par semaine hein, là-dessus. Donc voilà. Ça devrait être oui. Voilà. Pour une raison simple, hein, qui pose, comme les plateformes partenaires ont autorisation à modifier la facture, faudra bien les faire signer. Donc je pense qu'on trouvera pas de, enfin, on trouvera un accord forcément sur ce système-là. Est-ce qu'il y a encore quelques questions? En attendant peut-être qu'il arrive d'autres questions, sur le PDF, vous trouverez, on vous a mis le lien qui est sur la foire aux questions des impôts et qui est plutôt bien faite et enfin monsieur même pas je dis plutôt, elle est très bien faite et elle est assez vivante. Voilà, donc on peut avoir voilà un certain nombre de questions. Pour euh, pour que vous le sachiez, hein, il y a 19 cas d'usage particuliers qui sont en train d'être traités, notamment une des grosses difficultés, j'allais dire, et qui ne sera pas traité là par la plateforme publique, c'est dès lors qu'il y a des tiers payeurs. Globalement, tout ce qui est facturage, tout ce qui est remboursement des assurances, tout ce qui est organisme de formation, dès qu'il y a un tiers payeur, je pense qu'il sera difficile de s'exonérer des plateformes partenaires. Ça fait partie des cas d'usage sur lesquels il y a beaucoup de travail. Voilà. Fabrice, on nous signale que le lien sur ton PDF est pas, enfin sur le PDF est pas actif pour la FAQ. Est-ce que tu peux éventuellement mettre, je ne sais pas si on peut rajouter un lien dans les documents à distribuer ou le mettre à l'écran, je ne sais pas Je comment est-ce vais qu'on le pourrait mettre dans faire. un chat. Je vais Oui, le dans le poser dans le chat. chat. Ah, Vous avez je deux vérifie panneaux. parce que Normalement, vous avez un panneau questions et un panneau chatté. hop, euh, alors je vous prie d'accepter mes excuses dessus. Hein. CTRL-C, CTRL-V. Ok, donc moi c'est bon, je l'ai vu apparaître. Donc On a cliqué théoriquement, il dessus devrait. pour être sûr. Voilà. Mais Ouais, c'est bon, moi normalement, ça fonctionne. on voit général PDF, j'allais dire, Pas de souci. pas de souci dessus. Donc en résumé, si puisque j'ai plus d'autres questions, Fabrice, si tu as des infos complémentaires à passer. Non, pour l'instant, non. Non, non, moi je. D'accord. En résumé, on peut dire que ça va bouger sur les années à venir, ça c'est sûr, mais que ça n'empêche pas les entreprises à passer à la dématérialisation aujourd'hui. Au contraire, on vous encourage à y passer puisque la transition sera d'autant plus douce si vous avez déjà en place une plateforme partenaire de dématérialisation. Euh, que au 1er juillet 2024, il va falloir vous inscrire sur la plateforme publique pour réceptionner vos factures fournisseurs, des grandes entreprises évidemment, puisque elles auront l'obligation de les émettre, et que l'on reste à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations qui pourraient intervenir à la suite de ce webinaire. Si tu vois des choses à ajouter, j'essaye vraiment de rester très focus hein, sur ce qu'on vient de Non, faire à aujourd'hui. oui, oui. Tu as bien résumé. Plus vite on se convertit, moins le gap sera important à ce moment-là. Voilà. Et puis et puis j'allais dire de toute manière, d'ores et déjà, les gens qui font de la facture électronique, le premier bénéfice qu'ils voient, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'économie financière. Elle existe d'ores et déjà. Et puis l'aspect usage et facilitation des processus. Voilà.
Euh, on, Au fur et à mesure des informations, on retirera des webinaires et peut-être parfois sur des focus un peu plus, encore plus métier. N'hésitez pas à les consulter et à vous inscrire sur LinkedIn, sur les pages IVLM et EDDoc, puisqu'on transmet aussi des informations via LinkedIn. Voilà. Sachez que jeudi prochain, le 3 février, on réalise un webinaire sur notre solution EDDoc. Vous pouvez éventuellement vous inscrire à partir de notre site IVLM. Si tu veux bien, Fabrice, je vais demander encore une petite seconde. Je vais mettre le lien du coup dans le chat pour que, pareil, si vous souhaitez directement avoir accès à, au lien d'inscription, vous pourrez directement y accéder. Hop. Et là, par contre, on fera un focus sur notre solution EDDoc et la facture client dématérialisée. Je viens de Et vous là, mettre donc le lien il y a une démo de d'inscription. prévu. Oui, Voilà, il y a une parfait. démo de Moi, prévue, je hein, l'ai tout vu. simplement. Voilà, c'est ça, la semaine prochaine, jeudi 3 février prochain. Donc, vous avez le lien d'inscription dans le pavé de chaté. C'est gratuit. C'est vraiment juste voilà, pour vous pousser des infos sur notre offre. Je pense qu'on est pas mal dans le timing, Fabrice. Oui, un tout petit peu en retard, 6 minutes. Mais Ouais. voilà. On Ben, on vous vous remercie remercie beaucoup, pour votre votre attention. participation, voilà, et vos Ouais. questions. Si vous venez des questions dans la nuit ou dans la journée, n'hésitez pas à envoyer un mail à, à Julie. Voilà. Et ce sera avec J'aurai plus plaisir de qu'on essaiera réactivité de dans vous la journée, je répondre. pense. Voilà. Ouais. On va vous Merci souhaiter en beaucoup à tous. attendant un bon appétit. Merci, au Bon revoir. appétit et bonne fin de journée. Au revoir.